On va commencer par la meilleure des présentations, qui est la présentation de notre expert indépendant Jérôme Sez, que vous connaissez très probablement pour certains d'entre vous, puisqu'il a été ancien journaliste et donc un petit peu connu d'entre vous. Jérôme va nous faire part de son expertise sur la gestion d'incidents, sur comment ça se passe quand un ransomware arrive dans une infrastructure et comment s'en protéger le plus possible et quelles sont les bonnes pratiques à appliquer. Je te passe la main, Jérôme, pour ce faire. Merci. Est-ce que c'est bon pour vous? On a réussi le premier coup, c'est magique. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir parmi vous. Je vais tenter de partager avec vous mon expérience qui est celle du pompier qui arrive au moment où il est trop tard déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 100% de mon activité, ou quasiment, consiste à aider des entreprises qui viennent d'être victimes de ransomware, d'attaques de ransomware. L'objectif de cette présentation, c'est de vous montrer, à vous qui accompagnez des clients de toute taille, petits et grands, de vous montrer tout ce que ces entreprises auraient pu faire avant, qui aurait permis d'éviter ou en tout cas de limiter l'impact du ransomware. Et évidemment, quoi de mieux pour justifier ce qu'il faudrait faire que de vous montrer comment ça fonctionne. Donc, la première partie de ma présentation sera consacré plutôt à la description de ce type d'attaque, pardon. Je vois que là, on est... Est-ce que je passe? Voilà. La première partie de ma présentation sera consacrée d'abord à la description de ce type d'attaque. Comment on en arrive là? Il y a plusieurs étapes. Les attaquants passent par plusieurs étapes. Je vais vous décrire une attaque relativement simple dans laquelle il n'y a pas d'utilisation, il n'y a pas de persistance, il n'y a pas d'utilisation de kit qui permet ensuite de créer des backdoors, des choses comme ça. Vous allez voir que tout ce qui est fait là, quasiment, est fait avec des outils d'administration standard. Une fois que vous aurez compris comment les attaquants procèdent dans, on va dire, 9 cas sur 10, hein, c'est la majorité des cas que l'on traite aujourd'hui, sont des attaques de ce niveau, il vous sera plus facile, ensuite, on passera en revue les moyens dont vous disposez pour aider vos clients. Ce sont des moyens qui portent, et vous allez voir pourquoi il est important et pourquoi on en parle ici aujourd'hui, c'est que ce sont des moyens qui portent à la fois qui doivent porter en tout cas, pardon, à la fois sur de la visibilité sur le poste de travail et de la visibilité et du contrôle sur le réseau. Voilà. Tant qu'on n'a pas fait le bridge entre poste de travail et réseau, tant qu'on n'a pas une vision unifiée entre ce qui se passe sur le poste de travail et sur le réseau, on va avoir des zones d'ombre. Et donc, vous verrez comment vous allez pouvoir accompagner, conseiller vos clients avec des choses très simples souvent, avec des services peut-être qui sont encore à inventer, à mettre en place, mais qui sont très simples. Vous allez pouvoir apporter de la valeur à vos clients et les protéger contre ces attaques qui, et ça je le vois au quotidien, coûtent très très cher aux entreprises. Alors, ce que vous avez à l'écran aujourd'hui, à cet instant-là, c'est le plan finalement de l'attaquant. Hein. Ça commence par une intrusion initiale, ça passe par l'orientation, l'élévation des privilèges, la prise de contrôle de l'AD. On va détailler tout ça. Et ensuite, on passera sur les mesures qui peuvent être mises en place. Alors, évidemment, il y a toujours une intrusion initiale. Cette intrusion initiale, c'est là où l'attaquant, son objectif n'est même pas, à ce point-là, n'est même pas d'installer un code malveillant sur le réseau, hein. C'est uniquement d'obtenir un accès avec une adresse IP interne. Donc ça commence, comme vous le voyez à gauche de l'écran, soit par un phishing utilisateur, soit, et c'est ce que je vois aujourd'hui depuis le début de l'année, c'est ce qu'on voit quasi exclusivement, par une exploitation d'une vulnérabilité sur un équipement d'accès distant en VPN. Il y a eu des tas de vulnérabilités sur quasiment toutes les marques de VPN que l'on peut imaginer. Hein. On a vu du Cisco, on a vu du Pulse, on a vu du Fortinet, on a vu du Citrix évidemment. Donc ils y sont tous passés et ces vulnérabilités ont permis à des groupes d'attaquants dans le monde de récupérer, de faire une véritable moisson d'identifiants, login, password, valide. Ces identifiants, souvent les entreprises ne savent pas que leur VPN a été compromis. Il n'y a pas de traces visibles en tout cas, et donc ils ne changent pas les secrets de leurs identifiants, les secrets de leurs clients, pardon, de leurs utilisateurs. Et donc, ces identifiants sont ensuite revendus, très souvent, ils sont revendus, il y a des spécialités chez les criminels, certains sont là uniquement pour faire cette moisson d'identifiants, ils les revendent,
et ensuite ceux qui vont acheter ces identifiants. Et là, on parle vraiment d'identifiants légitimes, login, mot de passe, tout bête, de comptes généralement pas privilégiés du tout, hein. Une fois que ces identifiants sont acquis, l'autre groupe qui les a acquis, va les utiliser pour se connecter. Donc ça va ressembler à un accès légitime. C'est un accès illégitime, mais ça va ressembler à un accès légitime puisque les identifiants sont les bons. Donc vous pensez que tel collaborateur, un samedi soir à 23 h, se connecte. Et l'attaquant va à ce moment-là récupérer une adresse IP interne. Et ça, c'est super important parce qu'une fois qu'il a une adresse IP interne, il est dans le réseau et il peut faire beaucoup de choses. Les utilisateurs légitimes se contentent de travailler. L'attaquant, lui, quand il a une adresse IP interne, il va faire beaucoup de choses. La première chose qu'il va faire, c'est commencer par s'orienter. Donc là, il va utiliser tout un tas d'outils qui vont permettre d'essayer de voir où il est tombé et comment est organisé le réseau. Et là, il va utiliser des outils pour faire du scan SMB, évidemment, pour voir tous les partages, pour voir tous les ordi avec des partages ouverts, les filers, les NAS, etc. Il va utiliser du Netscan 32, il va utiliser leur SoftPerfect, qui est un autre scanner pour faire la topologie du réseau, évidemment du Nmap. Donc tout ça lui permet de savoir où il est, à quoi il a accès depuis cet endroit-là, est-ce qu'il y a des serveurs ouverts, partagés, des données partagées. Et puis, il peut utiliser NLBrute, qui est là plutôt un outil de piratage qui permet de faire du brute force RDP. C'est-à-dire que quand, avec un SMB scan, avec un Netscan, avec un scanner quelconque, il va avoir trouvé une connexion RDP interne, là on est toujours sur le réseau interne, donc protégé, qui n'est pas censé être accessible à l'extérieur, quand il va avoir trouvé une connexion RDP ouverte, il va tenter aussi de la brute forcer avec ce NLBrute, et ça marche souvent, parce que ces connexions, généralement, bénéficient de mots de passe relativement faibles. On est à l'intérieur, on se croit en confiance. Et donc, les mots de passe des RDP internes ne sont pas toujours, en tout cas, à la hauteur. Une fois qu'il va avoir alors soit cassé une connexion RDP interne, soit trouvé un serveur sur lequel il peut avoir accès avec ses droits limités, il va tenter d'augmenter ses privilèges. Donc pour ça, il va utiliser soit des vulnérabilités locales. Encore une fois, on est en interne. Peut-être que les DSI de vos clients apportent plus d'importance à patcher rapidement ce qui est visible, exposé à Internet depuis l'extérieur qu'à l'interne. Donc il y a beaucoup de vulnérabilités locales en interne qui ne sont pas traitées, des choses très simples. Puis il y a beaucoup de vieux serveurs aussi, on trouve encore des 2003 notamment serveurs. Soit il va utiliser des erreurs de configuration. Et pour ça, il n'a pas à aller chercher bien loin parce qu'il y a des outils tout faits que vous pouvez télécharger. Il y a des GitHub qui vous donnent le source sans difficulté. Il y a des outils tout simples qui vous permettent de rechercher des erreurs de configuration une fois que vous êtes sur un serveur. Et ces erreurs de configuration vont vous permettre là aussi d'élever vos privilèges. Alors comment l'attaquant le fait en général? Il va le faire en installant un outil, alors ça peut être Mimikatz, mais il y en a d'autres, où il va récupérer tous les identifiants qui sont encore dans la mémoire, qui ont été utilisés sur la machine et qui sont encore stockés dans des caches en mémoire. Il va récupérer ces identifiants en espérant que dans le lot, il y ait des identifiants privilégiés, notamment d'administrateurs de domaine. Il peut aussi mettre un keylogger dessus, déposer un keylogger, c'est-à-dire que lorsqu'un utilisateur l'équivalent d'un keylogger plutôt, c'est-à-dire que ça ne capte pas le clavier, mais ça capte les demandes d'authentification. Bref, il peut mettre tout un tas d'outils qui vont lui permettre de récupérer ce qu'il recherche, c'est-à-dire une connexion d'un administrateur de domaine dont il va pouvoir récupérer les identifiants. Donc, vous le voyez en bas de l'écran, c'est notre administrateur de domaine, il a sa petite couronne, hein, c'est le roi. Il se connecte sur un serveur local qui a été compromis par l'attaquant à partir de ses faibles privilèges. Et du coup, ces privilèges d'administrateur de domaine sont désormais interceptés par l'attaquant qui va pouvoir les utiliser. Alors, lorsque l'attaquant dispose de ce compte privilégié, il peut tout faire. Ce que l'on observe concrètement, c'est qu'il va, dans certains cas, tenter de déposer des GPO qui vont être poussés sur tous les postes de travail. Alors, vous le savez, une GPO, c'est une politique globale, c'est-à-dire que vous allez déposer des règles, des politiques sur votre Active Directory, et tous les ordinateurs, tous les postes clients, tous les gens qui le matin vont arriver et vont ouvrir une session Windows, vont récupérer cette politique-là, et ça va dicter à leur propre poste de travail ce qu'ils doivent faire. Ces GPO, ça peut dicter au poste de travail, par exemple, d'aller chercher un code malveillant et de l'exécuter, ou d'aller chercher un code malveillant et de créer une tâche programmée qui va l'exécuter régulièrement. C'est comme ça notamment qu'ils se font des accès distants qui restent avec le temps.
parce que la tâche programmée va réactiver la chose régulièrement. Une fois qu'il est contrôleur de domaine, il est capable de désactiver l'antivirus, aussi souvent sur les postes clients et les serveurs. Pour ça, il ne s'embête pas, hein. L'attaquant va simplement utiliser les outils fournis par les éditeurs d'antivirus, parce que tous les éditeurs d'antivirus fournissent des outils d'administration qui permettent de retirer, de supprimer proprement leur outil. Et donc les attaquants les connaissent tous, les récupèrent et les utilisent à partir de l'Active Directory grâce à ce contrôle qu'ils ont de l'Active Directory. Ils vont évidemment tenter, depuis ce lieu central qui est l'Active Directory, encore une fois, l'Active Directory voit tout, c'est l'annuaire qui recense tous les postes de travail chez vous, enfin chez vos clients en tout cas, mais chez vous probablement aussi. Et donc à partir de ce poste d'observation centrale, finalement, l'attaquant est capable d'avoir une vision encore plus précise de qui fait quoi, où sont les partages de fichiers, où sont les postes intéressants, par exemple les postes des administrateurs de la DSI sont peut-être tagués avec DSI-quelque chose. Donc il met tout ça à profit, et encore une fois, on n'est pas sur une compromission automatique, on est sur un humain, il y a un humain derrière le clavier qui va rechercher, qui va s'intéresser, qui va prendre des notes, donc c'est quand même beaucoup plus efficace. Et puis, il va tenter aussi, évidemment, d'utiliser toutes les connexions RDP qu'il va pouvoir découvrir pour essayer d'étendre finalement son emprise sur le réseau. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'une fois que le domaine est compromis, c'est game over. L'attaquant est réellement le maître à bord du SI de votre client. À ce moment-là, et avant de commencer à être trop visible, l'attaquant va d'abord exfiltrer des données. Donc pour ça, il va trouver, vous l'avez vu comment, il va trouver les partages de fichiers, les NAS, il va récupérer un max de données, il va les IP et il va sortir ses archives. Alors il y a plusieurs méthodes, soit le serveur en question sur lequel il a zippé et créé ces archives-là peut se connecter directement à Internet, dans ce cas-là c'est très simple, soit il ne peut pas se connecter à Internet, ce qui est quand même une meilleure pratique. Dans ce cas-là, il va se créer des proxys, hein, il va utiliser un serveur qui peut se connecter à Internet, et puis il va monter un petit proxy dessus, ou carrément, mais on le voit moins souvent parce que c'est plus visible, trop visible sûrement, il va passer par la connexion VPN qu'il utilise pour exfiltrer les données. Ces données, évidemment, elles sont là pour mettre la pression sur la victime. Hein. C'est que si la victime refuse de payer la rançon pour débloquer les données qui vont être chiffrées par la suite, eh bien, il va menacer aussi de les exfiltrer. Et c'est un peu comme exposer son linge sale à tout le monde. Il y a des choses que les victimes, généralement, ne souhaitent pas voir. C'est des courriers internes, c'est des factures. Très souvent, on se pose la question de savoir, OK, mais qu'est-ce que vos clients vont penser en voyant que pour le même service, certains payent 30% de plus que d'autres? Comment expliquer ça? Donc, c'est des choses que les clients n'ont pas forcément envie de révéler. Donc c'est très efficace comme moyen de pression. Une fois que ces données sont sorties, il y a la petite surprise du chef. Alors là, c'est pas tout le temps, hein, ça dépend, c'est selon l'arrivage, comme on dit, mais l'attaquant va quand même essayer de voir s'il n'y a pas des sauvegardes qu'il peut détruire. Alors évidemment, il va détruire des points de restauration Windows, hein, ça c'est classique, mais il va essayer d'aller plus loin. Est-ce qu'il y a du Vim? Est-ce qu'il y a des data domains, Dell par exemple? Toutes ces solutions de sauvegarde, soit leur accès est lié à l'AD, et dans ce cas-là, c'est une erreur de débutant, hein, ça, évidemment, il ne faut pas le faire, mais si l'accès est lié à l'AD, vu qu'ils ont le contrôle de l'AD, ils vont pouvoir accéder aux sauvegardes et ils vont les détruire. Soit, si l'accès n'est pas lié à l'AD, l'attaquant a quand même le contrôle des postes de la DSI, puisqu'ils sont liés, eux, à l'AD. Et généralement, les DSI stockent les mots de passe qui ne sont pas liés à l'AD dans un KeePass, donc un coffre-fort de mots de passe libre. Et ce KeePass, il existe un outil qui s'appelle KeySif, c'est très original, qui permet une fois que le KeePass est débloqué et qu'on a le contrôle du poste, de siphonner tous les mots de passe. Donc généralement, les mots de passe des DSI, enfin les postes des DSI sont compromis par l'attaquant uniquement pour aller casser un KeePass et récupérer des mots de passe qui leur permettront ensuite de se connecter à des sauvegardes qui sont censées être déconnectées de l'AD. Voilà, le but, évidemment, vous l'avez compris, de l'attaquant à ce moment-là, c'est de faire en sorte que la victime ne puisse pas remonter aisément ses systèmes à partir de ses backups et soit donc plutôt contraint de payer la rançon. Une fois que tout ça est fait, c'est le grand final, hein, on passe au feu d'artifice. L'attaquant va commencer à déclencher son chiffrement.
Donc le chiffrement, c'est vraiment un outil à part, hein, c'est un chiffreur, ils ont tous les différents groupes d'attaquants, d'opérateurs de ransomware ont leur propre chiffreur. Quand ils ont franchisé leurs opérations, c'est ce chiffreur qu'ils vendent à leurs affiliés et qu'ils mettent à jour avec un support technique, etc. Ce chiffreur, en général, on travaille beaucoup en ce moment avec des groupes dont le chiffreur est un simple script PowerShell qui est personnalisé pour l'attaquant, pour la victime, pardon. Donc on ne peut pas avoir de hash et de signature fiable pour ce chiffreur-là. Et ensuite, ce script PowerShell va simplement monter le chiffreur en mémoire. Donc il n'y a pas de fichier en fait dans ce chiffreur, c'est juste un process qui est injecté en mémoire et qui est déclenché à ce moment-là. Ce qui rend les choses un peu difficiles aussi du point de vue de l'antivirus. Ce chiffreur, avant de se déclencher, il faut évidemment qu'il soit envoyé sur tous les postes, tous les actifs qui sont joints au domaine. Pour ça, l'attaquant va utiliser soit un outil d'administration très classique, traditionnel, légitime, qui s'appelle PSExec, qui permet d'exécuter un processus à distance. Soit, on l'a vu, il va déposer une GPO, donc une politique, un ordre finalement pour tous les PC qui sont connectés à ce domaine-là, d'aller chercher le chiffreur sur un partage de fichiers interne que l'attaquant aura compromis, il aura déposé là. Et une tâche programmée va se charger, une fois que le chiffreur a été récupéré par le poste de travail, de le lancer une fois, ça suffit, et le poste de travail sera chiffré. Ou alors, et on l'a vu, il va utiliser la liste des accès RDP qu'il a pu trouver pour aller déposer son chiffreur et le lancer. Et on a observé un attaquant faire ça manuellement, c'est-à-dire passer sur 130 postes et manuellement déclencher un outil de chiffrement, alors cette fois-ci commercial, en version gratuite, pour chiffrer les disques de la victime. À ce moment-là, c'est trop tard et généralement, à ce moment-là, c'est là où on nous appelle. Et c'est là que la réponse à incident commence. Mais nous ne sommes pas là pour parler de réponse à incident, nous sommes là pour parler de prévention. Donc, avec tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, je suis sûr que vous avez déjà plein d'idées sur comment vous pouvez aider vos clients. Parce que vous l'avez vu, c'est pas très compliqué. Et il y a beaucoup d'étapes où vous pouvez, avec une assistance, un peu de conseil et un peu de service au client, bloquer l'action de l'attaquant. Alors, on va les reprendre toutes une par une et on va voir à chaque étape ce que vous pouvez faire éventuellement pour aider vos clients et surtout les plus petits, parce que les plus petits, c'est presque plus simple parce que le SI, leur système d'information est plus facilement maîtrisable, plus facilement contrôlable, on peut avoir plus facilement de la visibilité dessus, mais ça s'applique aussi évidemment aux plus grands. Alors, si on part de l'intrusion initiale, vous l'avez tous compris, ça ne sera évidemment pas une nouveauté pour vous. Le MFA, donc l'ajout d'une authentification forte, d'un second facteur d'authentification sur tous les accès distants exposés à Internet, est capital. C'est vraiment, si on doit garder qu'une seule mesure, c'est celle-ci aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les attaquants n'évolueront pas une fois qu'ils ne pourront plus rentrer à travers des VPN, mais aujourd'hui, pas loin de 100% des cas que l'on rencontre, sont des accès via un VPN avec un identifiant volé. Donc ça, le MFA permet d'éviter ce type d'accès frauduleux. Si on veut être un petit peu fin, on ajoute la détection d'anomalies sur le VPN. Il est possible peut-être de donner l'alerte si le même utilisateur se connecte depuis Colombes le matin à 9 h et que le soir il est en Chine et que le lendemain matin il est aux États-Unis. Ça n'a pas de sens. Donc peut-être qu'on peut essayer de détecter des changements géographiques rapides comme ça sur des créneaux de quelques heures pour donner l'alerte. Ensuite, évidemment, on a l'orientation, la capacité d'orientation de l'attaquant. On l'a vu, il s'appuie beaucoup sur des scans SMB. Bon, est-ce qu'en interne, on ne peut pas mettre en place une solution qui soit capable d'identifier des pics de trafic SMB? Peut-être qu'on peut voir le profil, on peut calculer un profil de base, une baseline pour les postes de travail des utilisateurs et les serveurs. Et dès qu'un poste de travail ou un serveur sort de cette baseline à un pic de trafic en SMB, on peut donner l'alerte. Ça, un pic de trafic SMB, c'est ultra simple à voir. Mais il faut le prévoir, il faut l'anticiper, évidemment. Ce qui est important aussi, c'est de segmenter le trafic entre les VLAN. C'est-à-dire que déjà, ne pas avoir un seul LAN, évidemment, et tout le monde à plat. Malheureusement, c'est ce qu'on voit souvent. Mais c'est d'avoir plusieurs VLAN, au moins séparer le VLAN utilisateur du VLAN serveur. Si vraiment on veut bien faire, c'est rajouter un troisième VLAN qui est le VLAN d'administration. Et donc, les membres de la DSI ne feront plus d'administration à partir de leur poste de travail traditionnel sur le réseau traditionnel. Lorsqu'ils voudront faire de l'administration, ils iront sur des postes de travail dédiés et sur un LAN dédié.
avec une patte dédiée supplémentaire sur les serveurs administrés. Ce qui évite, comme on l'a vu, le problème du KeePass qui est volé par exemple. Cette segmentation inter-VLAN, elle passe forcément par un firewall en cœur de réseau. Et c'est là où vous avez un rôle à jouer important, c'est que le firewall en cœur de réseau, nous, les gens de la sécurité, on adore. Les gens du réseau aiment moins parce que potentiellement, il peut y avoir des soucis de tenue de la charge. Donc, il faut faire une vraie étude d'usage, de charge, pour voir si c'est jouable et qu'est-ce qu'on peut mettre en face comme pare-feu qui tiendra la route. Mais un pare-feu en cœur de réseau avec une segmentation des VLAN utilisateurs, VLAN serveurs, VLAN administration, on est déjà sur de la très bonne pratique qui évite beaucoup des problèmes que l'on vient de voir. Ensuite, si on continue notre chaîne, notre kill chain de l'attaquant, pardon, il y a l'élévation de privilèges. Cette élévation de privilèges, elle passe par des scans de vulnérabilité en interne. Alors ça, on en revient au scan SMB. Peut-être qu'il est possible d'identifier sur le réseau une machine qui a un comportement anormal, parce qu'un scan, on sait à quoi ça ressemble, hein, c'est quand même très bruyant, un scan de vulnérabilité. Donc en interne, autant à l'externe, hein, sur les machines qui sont exposées à Internet, des scans de vulnérabilité, tout le monde s'en prend tous les jours, on n'y fait plus attention. En revanche, en interne, ça ne devrait pas arriver. Donc peut-être qu'il est possible d'avoir des solutions qui permettent de détecter ce type d'anomalie et de détecter une machine en interne qui commence à être très bruyante et qui essaye de contacter beaucoup plus d'hôtes qu'elle ne le fait habituellement. Après se pose la question de toutes les vieilles machines. Alors, on trouve beaucoup encore de XP, surtout dans le domaine industriel. On trouve encore des Windows Server 2003, pas que dans l'industriel, hein, sur des entreprises qui ne sont pas très, très soigneuses avec leur plan de migration. Bon. Le mieux, évidemment, c'est de conseiller à votre client de mettre ça à jour. Lorsque ce n'est pas possible, ce qui est possible de lui conseiller, c'est d'isoler ces machines-là sur un VLAN dédié. Donc, on est encore sur un autre VLAN. Et à l'entrée de ce VLAN, de mettre une solution de filtrage qui sera spécialisée, dédiée dans l'identification de l'exploitation de ces vieilles vulnérabilités ultra connues et patchées depuis longtemps, de manière à bloquer l'exploitation de ces vulnérabilités-là pour protéger les machines derrière qu'on ne peut pas patcher. Ça peut être une solution. À chaque fois, évidemment, c'est des projets, hein, on est en mode projet, il y a du conseil, il y a de l'étude, il y a du déploiement, donc vous avez quand même pas mal de choses à apporter à vos clients sur ces sujets-là. Sinon, bah, évidemment, hein, le mieux, c'est quand même de protéger les serveurs. Donc, ça veut dire de faire des scans réguliers soi-même, c'est-à-dire proposer à vos clients, peut-être s'ils ne le font pas, de venir scanner, vous mettez un boîtier, vous scannez les vulnérabilités sur le réseau interne et vous patchez le top 3 ou le top 10 des vulnérabilités les plus graves. Ce qui permettra de protéger les serveurs internes, parce que si vous ne le faites pas pour vos clients, et si vos clients ne le font pas, l'attaquant le fera. Donc autant que vous soyez les premiers à le faire, plutôt que l'attaquant le fasse sans que personne ne le sache, parce qu'on sait ce que va faire l'attaquant derrière. Hein. Et puis, il y a peut-être la capacité de détecter des outils d'exploitation. Alors là, on se positionne plutôt sur les postes de travail, donc c'est plus le rôle de l'antivirus, ou d'un client en tout cas, sur le poste de travail. Peut-être que PSExec, il n'a rien à faire sur un poste de travail lambda, en temps normal en tout cas. Peut-être que netscan32.exe n'a rien à faire sur votre DC. Est-ce que effectivement un outil de scan SMB a quelque chose à faire sur un contrôleur de domaine? Moi, je ne pense pas. Maintenant, il faut peut-être poser la question au client, il y a peut-être des usages un peu particuliers, mais globalement, il faut donner à vos clients la capacité de détecter ces outils d'exploitation et d'administration et de réagir s'ils sont détectés sur des endroits où ils ne devraient pas être. Alors ensuite, on passe à la prise de contrôle de l'AD, donc vous avez compris, hein, c'est vraiment le Graal de l'attaquant. Cette prise de contrôle de l'AD, elle peut se limiter ou on peut essayer de réduire le risque et l'exposition de l'AD de plusieurs manières. On l'a vu tout à l'heure, je vous proposais un réseau d'administration distinct. Ça, c'est le golden standard, comme on dit. Hein. C'est vraiment ce qui permet de faire en sorte que l'attaquant, s'il arrive par le biais d'un réseau utilisateur, sera incapable ne serait-ce que de voir les fonctionnalités d'administration de l'AD, puisqu'ils seront sur un réseau différent et administrés avec des machines différentes. C'est-à-dire que même si, depuis sa machine utilisateur, l'attaquant arrive à élever ses privilèges, comme on l'a vu, et ensuite prendre le contrôle d'un poste de la DSI, il ne prendra que le contrôle d'un poste de la DSI qui est utilisé pour faire du travail bureautique traditionnel. Il n'aura aucun accès au réseau d'administration. Donc là, on est vraiment sur de l'excellente pratique. Ce que vous pouvez aussi conseiller à vos clients et mettre en œuvre pour eux, c'est de se pencher sur les préconisations de Microsoft et de l'ANSSI. Microsoft notamment a publié de belles documentations sur l'organisation de l'AD en 3 tiers.
avec un AD qui ne sert qu'à, une forêt qui ne sert qu'à administrer l'AD et qui est isolé du reste, et ensuite c'est répliqué, c'est synchronisé vers d'autres forêts avec des contrôleurs de domaine qui ne sont qu'en lecture seule, par exemple. Là aussi, l'attaquant ne pourra rien faire sur un domaine en lecture seule. Donc là, il y a un travail d'architecture et de bonnes pratiques que vous pouvez apporter à vos clients. On ajoute après, voilà, ce qui est vraiment du tout venant, mais l'authentification forte pour les comptes admin. Je vous parlais tout à l'heure pour l'intrusion pour les accès VPN. Le MFA est très important, il est vital, il est capital. Bon, ben, peut-être qu'il est aussi capital sur les comptes administration. Si dans la DSI de vos clients, les administrateurs se connectent avec un simple login et mot de passe sur des ressources critiques sans avoir un deuxième facteur d'authentification, là, il y a vraiment une valeur que vous pouvez leur apporter, une valeur ajoutée pour leur éviter le pire. Et puis, vous le voyez, alors évidemment, on peut filtrer des connexions RDP, on peut surtout avoir une vraie matrice de flux, c'est-à-dire que, et ça aussi, c'est un travail qui est de longue haleine, qui est compliqué. Sur l'un des derniers clients que nous avons accompagnés, c'est ce qu'on les a conseillé de mettre en place ça. Ça a pris des semaines. Ça a pris des semaines avec des échanges réguliers entre eux et leurs prestataires et les équipes DSI pour ne serait-ce que faire en sorte que la base fonctionne. C'est très long de se dire, OK, on part d'une situation où tout est ouvert, tous les flux passent n'importe où, donc forcément ça marche, à une situation où les seuls flux qui sont autorisés sont ceux qui partent d'une machine vers une autre machine sur un port particulier parce qu'il y a un besoin métier qui est documenté. C'est très long, c'est compliqué, donc vous rendrez service à vos clients en le faisant vous-même plutôt qu'en les laissant faire eux-mêmes, mais c'est vital. C'est un niveau de sécurité qui est vraiment complètement dans la bonne pratique avec le réseau d'administration distinct. Alors, si on continue à monter notre petite échelle de l'attaquant, notre kill chain de l'attaquant, il y a l'exfiltration de données. Alors là, c'est très simple, hein. Évidemment, on va contrôler les sorties Internet. Est-ce qu'on maîtrise complètement là où le client peut sortir, là où Internet, en tout cas, va en sortie? Est-ce qu'on sait combien il y a de sorties Internet? Il n'est pas rare que nous demandons, en arrivant sur un incident, on demande au client, OK, est-ce que vous avez des logs de tous vos pare-feux, de votre sortie, les logs de pare-feu, pardon, de votre sortie Internet principale? Et là, il y a un blanc parce que la sortie Internet principale, c'est quoi? Les sorties Internet, on en a plein. L'idée, ça serait, dans un premier temps, déjà de bien les recenser, de bien les documenter, de s'assurer que les pare-feux loguent bien tout ce qu'il faut et que les logs soient accessibles. Mais dans l'idéal, c'est quand même d'en réduire le nombre pour avoir une vision un peu plus claire de la topologie. Encore une fois, je suis un grand fan de la détection d'anomalies. Alors, la détection d'anomalies, ça ne fait pas tout et c'est pas toujours simple à mettre en place parce qu'il faut quand même des gens pour relever les anomalies. Mais là aussi, il n'est pas normal qu'on ait quelques terras de données qui sortent d'un seul serveur en l'espace de 3 jours. C'est pas normal. Donc, est-ce qu'on est en condition de le détecter? Il y a des solutions, il y a des façons de détecter ça. C'est des choses que vous pouvez proposer à vos clients. Et puis, vous l'avez vu dans la présentation de l'attaque, l'attaquant, une fois qu'il a zippé ces données, il va essayer déjà de les exfiltrer directement depuis le serveur où elles sont zippées. Bon, autant ne pas lui faciliter la vie. Les 3/4 des serveurs n'ont pas besoin en interne, n'ont pas besoin d'accéder à Internet, hormis pour des mises à jour. Donc peut-être qu'on peut s'assurer que les serveurs ne peuvent pas sortir à Internet et ne peuvent aller que sur leur serveur de mise à jour de l'éditeur pour se mettre à jour régulièrement. Enfin, on a la destruction des sauvegardes. Bon, ça, c'est très simple à parer, hein. Il faut que les sauvegardes soient isolées, ne soient pas sur le réseau et qu'on ait un coffre-fort de mots de passe d'administration robuste ou des machines d'administration qui soient décorrélées, déconnectées du réseau, ça on l'a vu. Et puis la dernière étape, le fameux feu d'artifice. Là, on est complètement dans le domaine de l'antivirus et du post client. Voilà, il faut être capable, évidemment, de détecter, de bloquer, de contrôler l'usage de PSExec, de BitLocker, de PowerShell. Pro tip, BitLocker, il est possible d'utiliser une GPO, donc vous avez vu, hein, ces politiques globales de l'Active Directory. Il est possible d'utiliser une GPO qui fait que sur chaque poste client sur lequel sera utilisé BitLocker, la clé de chiffrement remonte en centrale dans l'AD. Et nous, on a eu le cas d'un client dont l'attaquant n'était pas très futé, pas très malin, et a utilisé BitLocker pour chiffrer tous les postes de travail, sans regarder, sans savoir qu'il y avait une GPO qui remontait les clés. Donc en fait, le client a été capable de déchiffrer immédiatement tous ses postes chiffrés parce que la GPO avait été mise en place. Donc ça, c'est intéressant, c'est malin et ça coûte pas cher. Et puis après, la
protection du poste de travail doit inclure évidemment une protection anti-ransomware, du versionning de fichiers par exemple, de très bonnes capacités de mise en quarantaine, etc. Donc là, on est vraiment dans un package antivirus, EPP, plateforme de protection de l'endpoint, où ce sont des capacités qui doivent être là et qui doivent bien fonctionner. Une fois qu'on a fait tout ça, clairement, vos clients vous diront merci et ne seront clairement pas touchés. Alors j'hésite à offrir des garanties à 100%, hein, c'est pas du tout la pratique en termes de sécurité, mais si vous faites tout ça, dans le cadre uniquement des attaques de ransomware que l'on voit aujourd'hui, il y a très peu de risques que vos clients soient touchés. Mais il reste une chose encore à faire. Une chose qui est, à mon sens, même la plus importante. C'est d'avoir des journaux et de les externaliser et de les surveiller. Donc, il y a un vrai chantier à mettre en place chez les clients parce que les clients sont généralement très mauvais, les entreprises sont très mauvaises là-dessus parce que c'est un niveau de maturité de sécurité un peu plus avancé. Il faut être en mesure de récupérer tous les journaux, alors de l'EDR, de l'antivirus ou les journaux d'événements Windows, de récupérer les journaux des événements réseau, tout ce qui log sur le réseau, les VPN, tous les accès, etc., les pare-feux, évidemment. De mettre tout ça dans un puits de log externalisé, évidemment, parce que si le puits de log est sur une machine, sur un réseau qui est à l'arrêt, ça va être plus compliqué. Donc, mettre ça dans un puits de log externalisé. Garantir une rétention de 90 jours. Et je ne compte pas le nombre de clients qui m'ont dit « oui, on paye un prestataire pour garder nos logs, donc il n'y a aucun problème, on va pouvoir avoir les logs. » Et lorsqu'on se tourne vers le prestataire nous donne 3 jours de log et nous dit « ah ben non, on s'était mal compris avec le client, mais nous, on ne garde pas plus de 3 jours. » On a eu quelques minutes de log chez les pires. Donc, garantir une vraie conservation des logs sur 90 jours, externaliser, et ensuite être capable de jeter un œil aux alertes, de regarder ces logs et de jeter un œil aux alertes. L'essentiel, l'idéal en tout cas, c'est du 24/7, mais déjà ne serait-ce que avoir un petit check des logs tous les jours, 2 fois par jour, pour voir les alertes principales, ça évite beaucoup de problèmes. Évidemment, le 24/7, c'est idéal parce que le déclenchement du chiffrement se fait généralement le vendredi soir à 23 h. C'est toujours le cas, c'est systématique. Ou le samedi, dans la nuit de samedi à dimanche. En revanche, ce que l'on voit, c'est que même sans ça, sans cette capacité 24/7, lorsqu'on intervient donc en réponse à incident et qu'on remonte le temps, finalement, on déroule le fil de l'attaque, on retrouve quasiment tout le temps une pauvre console antivirus qui hurlait à la mort depuis 3 jours, depuis une semaine, sans que personne n'ait vu les alertes, n'ait regardé les alertes et se soit posé la question de savoir pourquoi cette pauvre console antivirus hurlait à la mort depuis une semaine. Donc ça veut dire que même si vous n'avez pas de capacité à offrir à vos clients un vrai SOC 24/7, etc., parce que ça coûte très cher et c'est très difficile à formaliser, vous pouvez quand même leur offrir ce service d'aller voir sur leur propre console externalisée 2 fois par jour les alertes prioritaires et simplement leur remonter ça en leur disant est-ce que c'est normal. Ça, c'est un service qui a de la valeur. Ça paraît pas grand-chose, mais sur ce type d'attaque, si quelqu'un, dès le premier jour, avait dit « Ah, tiens, il y a la console antivirus qui dit que l'antivirus a été désactivé sur tel et tel serveur. Est-ce que c'est normal ?» Ça aurait pu éviter le pire. Voilà. J'en ai terminé, on a quelques minutes, j'espère que je n'ai pas été trop long, et si je n'ai pas été trop long, nous avons quelques minutes pour prendre des questions. On a quelques minutes pour prendre les questions, et de toute manière, tu as la présentation la plus intéressante, donc priorité à toi. Donc, par contre, les gens sont beaucoup plus sages que la semaine dernière. Ils posent moins de questions. Ah, voilà, ça arrive. C'était le temps que le café fasse effet auprès des gens, je pense. Alors, un SOC externalisé, un conseil, quel ordre d'idée de coût? Oula. Alors, à créer ou à utiliser. À créer, c'est horriblement cher. Il y a beaucoup de coûts cachés dans la création d'un SOC. C'est un cauchemar en termes de ressources humaines. Il faut recruter des experts, il faut les garder, mais en même temps, il y a un travail qui est très ingrat de plonger tous les jours dans des alertes, etc. Donc, c'est très compliqué à faire un SOC. Ensuite, le coût pour utiliser un SOC, ça va dépendre de la volumétrie. Généralement, les SOC facturent sur la volumétrie de log qui remonte, et
et parfois du nombre d'alertes, mais surtout sur la volumétrie de log. Donc, je ne pourrais pas donner un coût exact, mais ça peut être relativement cher. Un vrai SOC, un 24/7, etc., ça peut être relativement cher. Ce qui est peut-être un peu moins cher et qui peut être une option intéressante à proposer aux clients, c'est que très souvent, les éditeurs d'antivirus ou les éditeurs d'EDR et proposent leur propre service de supervision en plus. C'est-à-dire que vous allez déployer l'EDR ou l'antivirus et l'éditeur dispose, lui, d'une capacité, évidemment, qu'il a mutualisée, d'offrir une revue des alertes 24/7. Voilà. Donc peut-être que ça peut être un peu moins cher que de passer par un véritable SOC qui, lui, encore une fois, fusionne les alertes EDR, les alertes réseau, conserve un historique de tout le trafic, les alertes, etc. Et fait ça 24/7. Ça, c'est très cher. Alors, est-ce que le versionning fonctionne lorsque les fichiers sont déjà chiffrés? J'ai corrigé à la volée. L'idée du versionning, c'est d'avoir versionnisé, je ne sais pas si le terme existe, mais d'avoir versionnisé avant que les fichiers soient chiffrés. Donc l'idée du versionning, c'est qu'on va prendre toutes les deltas finalement des modifications, et ensuite on va partir de la dernière version du fichier et ça va permettre de remonter en appliquant à l'envers les modifications pour revenir à une version donnée du fichier. Donc oui, ça fonctionne. Le versionning aide quand vous avez un fichier chiffré à revenir sur une version non chiffrée du fichier, à condition que ces snapshots qui ont été pris ne soient pas eux-mêmes chiffrés sur la machine. Encore une fois, il faut sortir tout ça. Alors, la personne qui avait posé la question sur le coût du SOC demande ce que ça veut dire très cher. Alors, bon, j'ai bien compris que… C'est des projets qui vont aller mensuellement, hein, ça peut aller de dizaines de milliers d'euros à des centaines de milliers d'euros à des millions d'euros pour des grands groupes avec un volume très, très large. Existe-t-il une trousse d'outils gratuits ou payants pour tester les failles existantes sur une infrastructure? Alors oui, je pourrais pas. Alors les failles existantes. Alors il y a évidemment des scanners de vulnérabilité gratuits. Hein. Il y a Arachne, il y a je n'ai pas tous en tête, mais il y a des scanners de vulnérabilité gratuits qui se déploient. Il y a l'OWASP. L'OWASP fait aussi ses ZAP. Voilà, je cherchais le nom. Il y a ZAP, le scanner de l'OWASP, qui est gratuit. Tout ça, ça peut se déployer sur une machine en interne. Vous le lancez sur une plage d'adresse IP et vous allez voir les vulnérabilités. Ça demande un petit peu de configuration, évidemment. Se posent des problèmes, des questions de est-ce qu'on peut scanner, faire un scan authentifié ou pas, etc. Mais dans l'optique de se mettre à la place de l'attaquant ne va pas faire de scan authentifié, enfin, sauf parce qu'il est authentifié avec un utilisateur lambda. Donc ça dépend des droits de cet utilisateur, mais si vous vous mettez à la place de l'attaquant, effectivement, vous pouvez prendre un de ces scanners gratuits, éventuellement le configurer pour faire un scan authentifié avec un compte sans privilège, et vous verrez exactement ce que verra l'attaquant. Et vous pourrez le corriger à l'avance. Donc oui, voilà, ZAP notamment de l'OWASP, mais il y en a d'autres. Hein. Et ensuite, il y a un outil, un script dont je ne me souviens plus du nom, qui a un nom qui est basé sur le Windows Configuration Check. Donc, c'est une abréviation de Windows Configuration Check qui permet, lui, de détecter les erreurs de configuration sur une machine Windows. Je me permets juste un complément de réponse, enfin juste un renvoi. On parlera de patch management dans une démo juste après avec des détections de vulnérabilité sur l'infrastructure. Donc, si vous restez avec nous toute la présentation, vous verrez un exemple qui sont dans les produits WatchGuard. Ma question préférée, certains nous disent sur base de documents Microsoft que la mise en place de mots de passe complexes sur tous les comptes de l'AD est suffisant. Qu'en pensez-vous? Ah non, c'est clairement pas suffisant. C'est clairement pas suffisant, tout simplement parce que le mot de passe, aussi complexe soit-il, si l'attaquant réussit à dumper donc le lsas.exe, dumper les mots de passe qui ont été utilisés sur un serveur qui a été compromis, ils auront le mot de passe quel qu'il soit, ils auront le mot de passe. Par ailleurs, alors je ne suis pas rentré dans les détails de la compromission des mots de passe, mais l'attaquant a la capacité aussi de se faire un golden ticket, c'est-à-dire d'avoir non pas un mot de passe, mais d'avoir la matrice à mot de passe qui lui permet de se créer un compte avec le mot de passe qui va avec. Donc non, c'est clairement pas suffisant, pas du tout. D'ailleurs googlez golden ticket Windows et vous verrez,
tout ce qui est possible de faire sans avoir le mot de passe. Deux questions qui sont sur le même sujet. Si on externalise les backups, l'attaquant aura-t-il plus de mal à détruire les sauvegardes? Et la deuxième question, c'est comment sécuriser correctement la sauvegarde, entre parenthèses, les conteneurs? Alors oui, si vous externalisez les sauvegardes, l'attaquant aura effectivement plus de mal à y accéder. Alors après, le diable est dans les détails, évidemment, donc il faut voir comment les sauvegardes sont faites et sont sorties, sont externalisées, mais à partir du moment, et là encore, je reste sur le périmètre des attaques que l'on voit le plus aujourd'hui, qui sont ces attaques de type ransomware, l'attaquant est vraiment focalisé sur le domaine Windows. Donc à partir du moment où les sauvegardes ne sont pas accessibles par un administrateur de domaine Windows, déjà, elles sont protégées, elles sont plus difficiles d'accès. Ensuite, lorsqu'elles sont externalisées, l'avantage, c'est que l'attaquant, enfin, elles sont disponibles même lorsque le SI sera à l'arrêt. Parce qu'il faut voir aussi que dans des cas comme ça, dans ce type d'attaque, lorsqu'on intervient, le SI complet est à l'arrêt. C'est-à-dire que le client a éteint toutes les VM parce qu'il ne sait pas quelles VM sont compromises ou pas, il ne sait pas comment va se déplacer le chiffrement. Et donc, dans le doute, on coupe tout. Et si ces sauvegardes-là ne sont pas externalisées, ça va prendre du temps pour essayer de se dire, OK, comment on les récupère? Est-ce qu'on va isoler le serveur de sauvegarde? On va le rallumer de manière isolée parce qu'on ne sait pas dans quel état il est. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que si les sauvegardes sont tout simplement à l'abri, dehors, et on peut en récupérer un jeu très facilement, ça facilite largement la récupération des données. L'autre question, c'était comment les protéger? Comme je viens de le dire, hein, le plus important, c'est de faire en sorte, que les sauvegardes, l'accès aux sauvegardes ne se fasse pas à travers l'Active Directory. Il ne faut pas que ça soit lié du tout à l'Active Directory. Et ensuite, l'idéal est que ces sauvegardes-là ne soient pas en continu, mais que ça soit du push, c'est-à-dire que c'est l'outil de sauvegarde qui vient aller chercher des choses, qui ouvre une connexion, qui récupère et qui ensuite ferme cette connexion-là. De manière à ce que les sauvegardes soient invisibles le reste du temps par quelqu'un qui est sur le réseau et notamment donc l'attaquant. Et puis, si tu veux bien, Jérôme, la toute dernière question, et puis on arrêtera là, même s'il y en a une derrière, bon, on va voir. Moi, j'ai le temps, pas de problème. Je regarde juste mon petit timing. Est-ce qu'il y a des formations pour faire tous ces tests de sécurité? Oui, bien sûr, il y a des formations. Bien sûr, oui, oui. Je pense que le mieux est de regarder dans le catalogue SANS, S-A-N-S. Le SANS Institute a beaucoup de formations qui sont notamment des formations de pen testing, parce qu'on parle finalement de pen testing. Hein. Donc le SANS Institute a ça. Évidemment, HS2. Alors, je fais de la pub, mais c'est quand même un acteur incontournable depuis plus de 20 ans. Donc Hervé Schauer, avec sa société HS2, propose aussi toute une série de formations de ce type-là. Alors c'est graduel, si pour des gens qui n'ont jamais fait de sécurité, il va y avoir une formation d'abord qui va permettre de poser les bases de la cybersécurité. Une formation ensuite qui va permettre de voir l'ensemble d'une infrastructure Windows avec tout ce dont je viens de parler, c'est-à-dire la compromission initiale, la protection de l'AD, l'audit de l'AD. Alors, je n'ai pas parlé d'audit de l'AD, mais il y a des outils d'audit de l'AD tels que Pingcastle, par exemple, des outils d'audit de l'AD gratuits. Pingcastle est gratuit aussi, c'est le service ensuite qui est payant si vous le souhaitez, mais l'outil est gratuit. Des outils gratuits fournis par l'ANSI, Auradad, AD Timeline, qui sont des outils fournis par l'ANSI gratuitement qui permettent de voir l'état de l'AD et notamment de voir quelles sont les dernières modifications apportées à l'AD, par exemple. Voilà, donc tout ça, c'est une formation qui va permettre de voir globalement la sécurisation d'un parc Windows. Donc oui, pour répondre à votre question, il y a des formations. Il y a aussi la formation du Certified Ethical Hacker que je ne connais pas, donc je ne peux pas en parler. Mais en revanche, déjà en ne regardant que le SANS Institute, le catalogue du SANS Institute et ce que propose HS2, on a de très belles formations pour mettre le pied à l'étrier. Et des formations très pratiques. Et puis la toute dernière question, mais qui je pense contient sa réponse dans la question. Je suppose qu'un serveur AD servant de NAS pour les backups n'est pas du tout recommandé. Ah non, non, non. Même globalement, un serveur, un DC ne doit faire que ça, un AD ne doit faire que ça. C'est à la limite, on déconseille même qu'il fasse du DHCP.
l'idéal serait d'avoir un DHCP à part. On déconseille parfois, alors évidemment l'AD pour fonctionner a besoin de son DNS, donc il faut qu'il y ait un DNS dessus, mais parfois on peut vouloir décorréler et avoir un autre DNS aussi pour ne pas avoir le DNS que sur l'AD. Donc non, vraiment le serveur AD, enfin DC et l'AD ne doit faire que de l'AD et ne doit surtout servir à rien d'autre. Et on a à peu près fait le tour de toutes les questions. Je tiens à te remercier énormément pour cette présentation, de cette expérience que tu nous livres, de le faire avec autant de pédagogie. Ça a été très apprécié la semaine dernière et j'imagine aujourd'hui encore. Donc merci à toi. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de refaire des choses ensemble. On va continuer la suite de notre présentation. Je te libère et merci encore. Merci Jérôme. Merci à tous. Au revoir.